Les débats s'enchaînent tout au long de cette journée. Il y a quelques minutes avant la signature du nouveau PNRU pour Valenciennes, nous étions réunis dans cet auditorium pour un débat qui était intitulé « De la crise à la reconversion ». Et bien maintenant, là aussi, encore une mutation puisqu'on va parler énergie, de la transition à la révolution énergétique. Et pour en parler avec vous, j'appelle Philippe Vasseur qui est le président de la mission Rêve 3, Claire Roumet, la directrice générale d'Énergicité, et puis Valérie Fournier, la présidente du groupe Habitat en région et de la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat. Voilà, mesdames, messieurs, prenez place. Vous aurez remarqué, pour parler énergie, on a un panel plus paritaire que précédemment. Je dis ça parce qu'on a parlé beaucoup de l'emploi et de la place des femmes aussi dans cette politique de la ville, et on l'a évoqué comme un sujet sérieux et parfois aussi un angle mort de la politique de la ville. Mais là, on va parler énergie. On va en parler bien sûr avec la formidable mutation qui est en cours, avec en plus cette expérience qui est menée aujourd'hui dans les Hauts-de-France avec la mission Rêve 3, cette nouvelle révolution industrielle par l'énergie. On va le faire avec Philippe Vasseur. On va évoquer ensuite avec Claire Roumet les politiques territoriales de l'énergie. On vient d'une politique énergétique qui est souvent très centralisée. Et on va voir comment, aujourd'hui, à partir du réseau qu'elle représente, qui est un réseau européen de villes, de territoires, eh bien, justement, on peut construire une approche décentralisée de sa politique énergétique. Et puis, pour parler des réalités concrètes que vous vivez, on fera un focus avec Valérie Fournier sur justement cette révolution énergétique, en tout cas cette adaptation, cette mutation qui doit être faite dans l'habitat social avec des problématiques bien particulières, problématiques qui concernent d'abord le pouvoir d'achat aussi de vos locataires. On commence avec vous, Philippe Vasseur, ce tour de table. Alors peut-être deux mots pour ceux qui ne sont pas familiers des Hauts-de-France, même si aujourd'hui cette opération que vous avez lancée avec Jérémy Rifkin a eu un retentissement national et européen, puisque ce type de masterclass qui a été conduit s'est répandu, et une méthode aujourd'hui au long cours, mais qui touche bien évidemment l'ensemble des politiques publiques du territoire, mais aussi toute l'économie du territoire, et puis qui concerne également la politique de la ville, avec aujourd'hui un référencement en rue, qui correspond à cette mutation. Alors je commence par où? Par le début? Peut-être pour présenter Rêve 3 et d'où ça vient quand même, alors, cette idée. Bon, on part d'un constat. Aujourd'hui, je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Ça l'était un peu moins il y a quelques années. On continue. Mettez-nous un peu de lumière qu'on vous voit, puisqu'on va dialoguer avec vous, ça sera plus sympathique. Un peu de lumière sur la salle. Voilà. Voilà. Bon, nous sommes en train de vivre une période de changement à grande vitesse, accélérée, avec deux caractéristiques. Bon, la première, c'est la montée du numérique et de l'intelligence artificielle qui sont en train de bouleverser, qui ont commencé à bouleverser tout notre système de vie. Et la deuxième, c'est une révolution qui est liée aux questions environnementales dont aujourd'hui plus personne ne nie la nécessité. Je pense que quand on part de ce double constat, donc c'est à la fois l'énergie et le numérique, on se dit qu'une région comme la nôtre, soit elle attend que les choses se fassent et se passent, bon, ça peut être d'ailleurs une option qui peut être choisie, soit compte tenu de ce que nous avons vécu dans le passé, on se dit que si jamais on a raté la précédente révolution industrielle, qui nous a mis à mal quand même, hein, on était la première région de France en termes industriels, on est aujourd'hui passé quand même un peu derrière, on essaye d'avoir une démarche qui soit une démarche volontaire et collective. Autrement dit, il ne s'agit pas de faire tout seul,
Il s'agit de se mettre ensemble, de donner les conditions qui peuvent permettre aux différents acteurs, que ce soit des acteurs territoriaux, que ce soit des entreprises, que ce soit des bailleurs sociaux, de pouvoir rentrer dans cette logique. Donc de mettre à leur disposition des moyens, des incitations, enfin, disons, tout ce qu'ils peuvent faire, qu'ils réussissent à prendre un temps d'avance sur cette révolution industrielle. Alors d'abord, c'est aussi un changement de culture. Hein. C'est un changement de culture profond. Et je vais même vous donner un exemple pour vous montrer à quel point c'est un changement de culture profond. J'ai été dans un passé déjà lointain ministre d'un gouvernement de droite, ou de centre-droit si vous préférez. Bon. Le président du conseil régional de l'époque, quand on a lancé cette opération, est un sénateur, président du conseil régional, socialiste. Donc a priori, on n'était pas forcément dans la même cour. Et ce que nous avons décidé, c'est de nous mettre ensemble. Moi, j'étais à l'époque président de la Chambre de commerce, représentant le monde économique, lui représentant le monde politique, de se mettre ensemble, c'est-à-dire d'avoir une sorte d'union sacrée pour parvenir à ce que j'appelle le consensus relatif. Autrement dit, on écarte tout ce qui peut nous séparer et on se met d'accord collectivement sur ce qui peut nous rassembler, au service d'un projet, pas une logique de structure, une logique de projet. Et donc à partir du moment où les forces politiques et les forces économiques qui ont été rejointes très très vite par le monde académique, c'est-à-dire par les universités, on avait la totalité des acteurs de la région. La totalité des acteurs de cette région. Et c'est unique en France. Et alors ça commençait... Essayez de faire la même chose dans des régions que je ne vais pas citer, mais vous n'y arriverez pas. Et je pense que le jour où, disons, ce consensus se brise, la démarche est une démarche qui est perdue. Et la bonne chose, et puis j'en termine là, hein, la bonne chose, c'est que quand il y a eu une alternance, c'est-à-dire que quand la majorité est passée d'une majorité socialiste au vert à une majorité, à l'époque les Républicains, même si le président en est sorti, qui était Xavier Bertrand, ça n'a strictement rien changé. On a continué sur la même ligne. L'ancien président et le nouveau président se sont vus et ont poursuivi. Pourquoi? Parce qu'on est au service d'une vision. Et puis une culture de coopération aussi dans le Nord et aujourd'hui en Hauts-de-France. Alors maintenant, le diagnostic sur le territoire. Alors, l'objectif, l'un des objectifs, il y a plusieurs objectifs, mais l'un des objectifs est de parvenir à une région décarbonée, en quelque sorte, hein, qui était ce que nous avions mis au point avec Rifkin. Donc d'avoir des politiques qui, en matière énergétique, soient des politiques profondément novatrices, mettant en jeu les énergies renouvelables, bien évidemment, mais aussi tous les systèmes de distribution des énergies. Hein. Aujourd'hui, on parle quelquefois de l'Internet de l'énergie, en quelque sorte, ce qui peut poser quelques problèmes institutionnels. Et nous sommes partis dans cette logique-là avec différents acteurs sur de la production d'énergie nouvelle et sur un grand plan. Ça fait partie de nos 10 grands chantiers. On a 10 grands chantiers en cours actuellement, dont un qui n'est pas le dernier, hein, qui est même, à mon avis, en tête de gondole, qui porte sur tout ce qui est rénovation et construction d'un habitat moderne et d'un habitat à la fois efficace en termes énergétiques, y compris avec des bâtiments passifs, mais aussi des bâtiments producteurs d'énergie. Ça fait partie de nos projets. Et dans le cadre de la rénovation, qui dans un territoire comme le nôtre est important, parce qu'on a un patrimoine qui est un patrimoine assez ancien. Oui, on évoquait avec Jean-Louis Subilo tout à l'heure voilà, bon, le bassin minier. Jean-Louis Subilo fait partie des gens sur lesquels on s'appuie. Comment peut-on arriver à rénover un habitat comme l'habitat minier avec des moyens qui sont des moyens importants qui sont mis sur la table? Comment peut-on faire en sorte que se créent des activités qui sont des activités liées précisément à ces politiques, à ces changements économiques nouveaux? Voilà, donc c'est un tout. Hein, c'est vraiment une question d'ensemble, c'est-à-dire que dès qu'on commence à toucher à quelque chose, on se pose la question des entreprises qui vont avoir à travailler sur la rénovation, des personnes qui vont être employées par ces entreprises pour la rénovation, etc. Voilà, donc ligne de conduite, trajectoire, et je termine en disant qu'il fallait qu'on soit vraiment soudés, vraiment unis. Et le président du conseil régional, l'actuel, hein, Xavier Bertrand, a eu l'idée de dire il faut qu'on fusionne les services dédiés à la troisième révolution industrielle, à RF3, ceux qui sont à la chambre de commerce et ceux qui sont à la région. Il faut qu'on les fusionne. Vous imaginez, hein, c'est pas... Oui, oui. Alors on n'a pas fait une fusion quand même totale, mais on a créé cette mission qui rassemble les collaborateurs de la Chambre de commerce et les collaborateurs du Conseil régional qui travaillent sur la mission. Ça aussi, c'est assez nouveau. Ce sont deux cultures qui s'interpénètrent
et qui arrive à une véritable efficacité. Je crois qu'on est pour le décloisonnement, pour la coopération et pour le décloisonnement. Et là, la volonté politique telle qu'elle a été mise par le président de la région, je pense qu'elle a porté ses fruits et qu'on va encore surprendre du monde d'ici la fin de l'année. Alors décloisonnement et puis travail avec les villes, les communes et leurs intercommunalités, les agglos. Alors effectivement, je vois que vous avez vraiment bien suivi. On ne peut travailler qu'à partir du moment où les acteurs eux-mêmes s'emparent du sujet. On n'est pas dans une démarche où ça vient d'en haut. Et donc, il y a des territoires qui se sont emparés de ce rêve 3, de cette troisième révolution industrielle que nous accompagnons. Et aujourd'hui, nous sommes en train de procéder à la désignation, la promotion, appelez ça comme vous voudrez, de territoires démonstrateurs de notre opération, dans lesquels vous allez trouver précisément la totalité de la démarche mise en œuvre sur un plan local. On y viendra tout à l'heure dans le débat, j'imagine. On va passer le micro à Claire Roumet. Alors Claire est directrice générale d'Énergicité. Peut-être 2 mots pour présenter ce réseau européen qui est Énergicité. Oui, donc Énergicité, c'est un réseau qui est né à Besançon voilà 25 ans et qui est maintenant un réseau européen de environ 1000 villes en Europe. On a parfois des membres directs, dont Valenciennes n'est pas membre, par exemple, c'est très dommage. Mais on a surtout pas encore, mais on a surtout beaucoup de membres nationaux, parce qu'on essaie de travailler de façon un petit peu verticale, enfin, c'est-à-dire de travailler avec les bons relais au niveau national qui peuvent aider eux-mêmes les villes dans leur transition énergétique. Notre objectif commun, c'est vraiment de partager les expériences qui peuvent être des expériences assez pointues sur des projets comme les Smart Cities ou des choses comme ça, enfin, des démonstrateurs. Ça, c'est typiquement ce genre vraiment d'échanges assez pointus entre villes qui ont la capacité de mettre des ressources pour cet échange et pour pouvoir tester des nouvelles façons de faire. Mais aussi, on a tout un volet en fait de lobbying pour s'assurer que le cadre réglementaire européen sur le marché de l'énergie, en fait, et en particulier les marchés électriques, accompagne la transition et ne soit pas un frein, et surtout permettent aux villes de prendre leur place entière dans cette transition. Le président du réseau, c'est toujours le maire d'Heidelberg? Tout à fait, c'est le maire d'Heidelberg. Et alors, que nous avons reçu l'année dernière. Ah ben voilà, oui. Les territoires se parlent. Et alors justement, en Europe du Nord, on a une expérience peut-être plus affermie qu'en France de cette décentralisation énergétique, de politique territoriale à l'échelle des territoires? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, on a souvent cette idée d'idéaliser un petit peu les pays du Nord. Donc, alors, le maire d'Heidelberg, qui est notre président, lui, il a en régie une entreprise municipale de production d'énergie. Il gère les réseaux de distribution de chaleur et d'électricité, de l'eau aussi, enfin bon, de tout. Et il appelle son entreprise d'énergie sa cash machine, parce qu'elle lui permet de générer 40 millions à l'échelle de 200 000 habitants. C'est 40 millions de bénéfices par an qu'il met dans le transport urbain. Donc voilà, ça c'est très simple. C'est d'autres modèles économiques aussi pour les collectivités, ouais. Là où n'existe que la fiscalité locale, les dotations de l'État, on peut aussi générer de la richesse à partir des Stadtwerke, des entreprises locales, et l'énergie est un bon vecteur pour cela, pour conduire d'autres politiques publiques. Oui, et aussi pour justement transformer réellement le territoire. C'est-à-dire que c'est très important d'avoir une vision régionale. Ça, je pense que c'est le modèle REV 3, c'est un modèle assez exceptionnel et d'ailleurs qui existe assez peu en Europe. Il y a très peu de régions qui se sont déjà proposées de définir. En France, il y en a plus maintenant qui se proposent, elles aussi, de définir leur propre stratégie de comment est-ce qu'on arrive à être décarboné en 2050. Là, la semaine dernière, au Conseil des ministres européens, il y a eu justement un accord pour dire qu'on devait réussir à atteindre une économie européenne, ce qu'ils appellent net zéro, en 2050. C'est-à-dire vraiment que si on fait encore des émissions, on doit les compenser d'une autre façon. Mais donc vraiment, l'horizon fixé à 2050, il est vraiment maintenant très fort. Il est absolument important de le décliner à chaque échelle. Et c'est ça qu'on peut faire. Et pour nous, la déclinaison
de la transition énergétique au niveau local, c'est aussi et surtout un levier de transformation du territoire et de redéploiement économique. C'est le pari que vous avez fait. C'est un pari qui est faisable à toutes les échelles, et y compris et surtout aussi dans les banlieues, qui est pour l'instant justement un angle pas du tout présent dans les débats. C'est-à-dire qu'on pense toujours... C'est totalement étonnant de voir que les territoires ruraux, l'association française des maires ou des ruraux, enfin bon, je sais pas comment... La MRF, l'association des maires ruraux de France. Ruraux, ils sont très en pointe sur les questions de transition énergétique parce que c'est déjà le cas. Les communes rurales, très souvent, ont compris qu'elles avaient une ressource inestimable, qui est la ressource de biomasse, de la ressource agricole qui peut se transformer en gaz, de la ressource de vent et de soleil. Et donc, en fait, là, le gisement d'énergie dans ces communes n'est pas du tout tout de suite valorisé, mais on sent qu'il y a une prise de conscience très forte de cette possibilité de se réapproprier. Il y a un mouvement de territoire à énergie positive, de territoires ruraux, et il y a beaucoup de territoires en France qui sont membres de ce réseau. Mais dans les villes, on pense surtout à Paris, par exemple, qui veut décarboner et qui met des vélos cyclables et à la mobilité. Et on ne voit jamais quelle peut être l'opportunité de la transition énergétique pour les banlieues. C'est vrai que c'est le paradoxe. Souvent, les maires ruraux ont compris aussi, en créant des fermes éoliennes, des fermes solaires, qu'ils pouvaient créer de la richesse sur leur territoire, richesse directe, et puis être dans cette révolution de l'énergie. On la mesure aujourd'hui, cette transition énergétique, les progrès à partir du réseau que vous constituez, qui est aussi un observatoire. Comment on voit la vitesse d'exécution Alors, on voit une prise de conscience vraiment fulgurante. C'est-à-dire que Rifkin a été une étincelle, voilà, 10 ans. Ce qu'il disait paraissait parfois... On comprenait... tout le monde avait un peu l'intuition, je pense que vous avez eu cette intuition de dire « Non, mais forcément, il dit un truc de vrai, là, parce que ça paraît un peu fou, mais quand même, il doit y avoir quelque chose de très vrai. » Aujourd'hui, tout ce qu'il dit, à part l'hydrogène, enfin, je veux dire, il a des... Voilà, bon, en tout cas, de toute façon, il existe des solutions techniques pour quasiment tout. Aujourd'hui, on peut décentraliser, on peut s'autonomiser. La ville de Barcelone a comme objectif de devenir indépendante énergétiquement. Donc, alors, l'autosuffisance. L'autosuffisance. Alors, nous, c'est pas du tout ce qu'on prône, c'est-à-dire que ce sera plutôt une interdépendance, mais qui sera totalement connectée. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un réseau... De toute façon, le réseau centralisé, il est mort, il est fini. On ne veut pas le dire parce que parfois, on préfère garder un mort dans la cave plutôt que de dire vraiment qu'il est mort. Mais il est mort. Enfin, je veux dire, le système décentralisé, il est énergétique, hein, je parle, parce que pour le reste, il y a encore peut-être du boulot. Mais celui-là, il est totalement mort. EDF, tous les grands réseaux, tous les grands opérateurs énergétiques investissent massivement dans la production d'énergie décentralisée. Le souci, c'est de savoir si la valeur qui va être créée reviendra au territoire sur lequel elle est produite ou pas. Pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment là où se passe l'enjeu. Et la transition énergétique, elle est intéressante que si elle permet une transition démocratique, dans le sens où il y a une vraie réappropriation, justement, des moyens de chacun pour sa propre vie. Donc l'énergie, typiquement, les bailleurs sociaux, aujourd'hui, n'ont pas le droit, ils ont le droit un tout petit peu de faire de l'autoconsommation collective. Ils devraient avoir le droit un petit peu plus, parce qu'il y avait une nouvelle directive qui devrait leur permettre un tout petit peu plus. Mais nulle part en France, les bailleurs sociaux se voient comme un potentiel producteur d'énergie, ou même, et ça c'est vrai pour les villes aussi, comme un intermédiaire sur le marché de l'énergie pour juste garantir un prix bien meilleur à tous les citoyens de la ville. La ville de Bruxelles, elle fait des achats groupés d'énergie. Les villes françaises n'ont pas le droit de le faire. Elles peuvent le faire pour leur propre patrimoine, mais pas pour leurs citoyens. Mais il n'y a pas de raison pour lesquelles on ne peut pas le faire, à part un blocage institutionnel. Mais la ville de Bruxelles, elle me garantit un prix 30% moins cher que le prix des grands opérateurs. À Bruxelles, il faut voter. Voilà. Alors justement, vous parlez d'habitat social. Claire Fournier, je le disais, vous êtes à la fois présidente du groupe Habitat en région et puis de la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat, où vous venez d'être renouvelée dans vos fonctions de présidente.
Est-ce que justement, cette prise de conscience qu'on évoquait, elle est en train de se faire chez les bailleurs sociaux? En même temps, quand on préparait le débat, vous me disiez, c'est très bien construire une société décarbonée, mais mes locataires, ils ont d'abord une question de pouvoir d'achat, de solvabilité, et c'est aussi à la fois gérer des urgences, qui sont celles-là, et puis construire, préparer, passer donc de cette transition énergétique à la révolution énergétique. Comment on tient les deux bouts de la chaîne? Alors, ce qui est vrai, c'est que, comme ça a été dit, le bâtiment, c'est 45% de l'énergie consommée, c'est 26% de l'émission de gaz à effet de serre. Donc, bien évidemment, par essence, le bâtiment, il est énergétivore et le monde HLM, d'ailleurs, sous un ministère présidé également par Jean-Louis Borloo, a participé au Grenelle de l'environnement et s'est engagé à faire 800 000, c'est-à-dire à gérer tout ce qu'on est encore en passoire, dit comme passoire thermique, c'est-à-dire les fameuses EFG en catégorie, sachant que malgré tout, sur le parc social français, comme il y a eu des investissements réguliers et qu'on a une permanence de l'entretien par les bailleurs sociaux, du fait du système français, on a quand même un niveau de patrimoine moins énergétivore que d'autres patrimoines. De meilleure performance. Voilà. Bon, malgré tout, il y a du travail, on y participe. Ce qui est vrai pour un bailleur, on y participe de plusieurs manières. On y participe d'abord en réhabilitation. Aujourd'hui, l'année dernière, on a réhabilité énergétiquement plus de 130 000 logements dans l'année. Donc, on commence vraiment à être sur un effort régulier et pertinent. Et quand on fait une réhabilitation, on a plein de sujets. On a un sujet qui est de trouver la meilleure solution technique. Et on a un sujet de dialogue interne dans la société qui est entre celui qui fait la réhabilitation et qui veut faire la plus belle du monde et celui qui va en être le bénéficiaire. Donc, on en est bénéficiaire par notre patrimoine, c'est notre métier que d'entretenir nos patrimoines, mais finalement, un locataire, il y voit un besoin de confort, il va traduire dans l'investissement immobilier autre chose que finalement ce que nous, on y aura vécu. Donc, je pense que ce qui est très, très important dans un projet de réhabilitation, c'est d'arriver à initier dès l'origine, et c'est une des choses que les sociétés d'habitat en région, mais les sociétés d'HLM de manière générale, mais enfin, il y en a deux sur le territoire, SIA et SIGH, qui sont très présentes sur le Valenciennois, elles ont à cœur de faire une chose qui est d'abord de commencer par, comme dans tout projet d'ailleurs, par un dialogue et une bonne explication de ce que va être le projet, de comment il va se dérouler et comment ça va marcher. Ça, vous parlez par rapport à vos locataires? Oui. Pour nos locataires, pour les territoires aussi, parce que finalement, c'est des investissements collectifs aussi. Donc, et je pense que cette phase essentielle de dialogue, elle est très importante. Je sais que, par exemple, dans le bassin minier, un jour, on avait fait une très belle réhabilitation. Bon, et il se trouve que parfois, quand vous êtes veuve de mineur assez âgé, vous avez pris des habitudes qui est que le matin, vous avez l'intention d'épousseter votre couette. Alors, dans un appartement BBC, épousseter sa couette et ouvrir sa fenêtre rend le problème de la consommation et de l'économie assez peu cohérente avec l'objectif initialement trouvé. Vous avez aussi des sujets tout à fait basiques qui sont que quand vous faites un immeuble neuf, cette fois-ci BBC, vous allez avoir beaucoup moins de convecteurs. Et donc, vous allez chercher comment on ouvrir remonte votre chauffage, mais parce que finalement vous avez très peu de donc vous travaillez sur les comportements et les changements d'habitude. Voilà, et vous allez devoir expliquer aussi à quelqu'un qui va contrôler son énergie, sa consommation, et qui va aussi devoir donner des informations qu'on va lui donner, puisqu'il pose aussi quelques questions, avec des outils qui ne sont pas forcément si évidents, initiaux, etc., etc. Pour personne, même pour moi, hein, je le dis, ce n'est pas du tout péjoratif, ce n'est pas si simple de faire un thermostat intégré, etc. Donc voilà, donc il y a tout cet aspect-là qui oblige déjà à ce que le regard soit croisé. Après, c'est vrai que, comme je l'ai dit, on a une forte action de réhabilitation. Ce que je trouve, ce qui est très important, c'est qu'il va y avoir dans la région le programme bassin minier sur lesquels les bailleurs vont extrêmement s'investir, notamment sur la réhabilitation du patrimoine, mais plus largement pour être dans le cadre de REF 3 globalement. Et je trouve que c'est intéressant même, comme l'a dit Philippe Vasseur, que ce territoire qui a
était à l'origine finalement de la richesse de la région, il a peut-être loupé la deuxième, mais l'important c'est qu'il soit sur la troisième. Donc c'est vrai que ça permet aussi de travailler sur tout ce qui est la ville, son développement, etc. Et puis, pour vous, les modèles économiques aussi changent en matière donc d'investissement, de fonctionnement, quand on part sur d'autres modèles énergétiques Alors, le modèle économique, pour l'instant, comme on l'a dit, nous, quand on met une éolienne, des panneaux photovoltaïques, on revend à Engie. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas effectivement cette capacité d'autoconservation. On n'a pas non plus la capacité qu'ont nos homologues, par exemple anglais, qui effectivement ont, pour lutter contre la fracture énergétique, ils ont créé leur propre entreprise d'énergie et de distribution d'énergie. Ça, aujourd'hui, les Français n'en ont pas la capacité. Peut-être qu'un jour, on l'aura. On commence à rentrer dans l'achat groupé. C'est vrai qu'on a une difficulté sur l'achat groupé en lieu et place du locataire, parce qu'on a plus de difficultés juridiques, d'ailleurs, que sur le principe. Donc, il faut qu'on continue à se booster là-dessus. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'avantage du développement durable dans le bâtiment, et comme d'ailleurs du bâtiment connecté, c'est que c'est aussi un vrai territoire d'emploi pour nous. Et je pense que quand on est bailleur social, on fait certes, on fait une mission sociale au travers d'un outil qui s'appelle l'immobilier. Et donc, on est extrêmement connecté aussi à tout ce qui est l'animation, comme les thèmes de cette journée le prouvent. Voilà. Et donc, je crois que sur l'intelligence artificielle, sur ce qu'elle peut appliquer sur le bâtiment, on a vraiment une capacité à entraîner des gens et à retrouver de l'emploi. Et ça aussi, c'est finalement du développement durable. Merci. Alors, Philippe Vasseur, justement, dans le cadre de REV 3, il y a une application qui est directement pour la rénovation urbaine, avec une référence en rue REV 3 et un travail là qui concerne tous ces acteurs de la rénovation urbaine et qui serait intéressant de partager ensemble cet après-midi. C'est-à-dire que quelle est l'énergie qui émet le moins de gaz à effet de serre? C'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Donc, à la base, avant de se préoccuper d'énergie renouvelable, etc., nous, on a mis, et ça c'est d'ailleurs quelque chose que nous avons rajouté par rapport à ce qui avait été fait par Rifkin, on a mis au centre l'efficacité énergétique. Pour nous, c'est indispensable. Dans une région où il y a du travail, faut reconnaître, en matière de rénovation, il y a pas mal à faire. Donc pour nous, c'est vraiment indispensable et ça correspond à notre objectif 2050, bien évidemment, mais en même temps, ça doit être pourvoyeur d'emploi. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème, si ce n'est que ça veut dire formation, ça veut dire aussi acclimatation sur des métiers qui sont des métiers Créer des filières nouvelles. Créer des filières nouvelles, créer des comportements nouveaux, parce que ce que vous avez souligné, c'est vraiment quelque chose que l'on constate en permanence. Il ne suffit pas de mettre en place les bons outils qui permettent d'améliorer l'efficacité économique, il faut encore que ces outils soient acceptés. Bon, et intégré dans les comportements des gens. Je dis accepter parce qu'on a quelquefois des mauvaises surprises en disant c'est comme ça depuis tout le temps et c'est très bien ainsi. Bon, voilà. Maintenant, ce qui nous appartient de faire, on a une chance, je trouve que c'est une chance. Je sais pas, je pense que Jean-Louis Subilo en a parlé déjà, mais ce plan de rénovation sur le bassin minier, sur l'ex-bassin minier, peut être démonstrateur, avec, je rappelle, une contribution de l'État qui a été confirmée. Donc en ce moment, c'est quand même plutôt rare qu'on dise je confirme l'argent que je donne. Ça vaut le coup de le rappeler, oui. Ça vaut le coup de le rappeler. Donc pour nous, ce qui est important, c'est que ce plan puisse être mené à bien. On a en gros pour le moment en moyenne 2300 logements sur le bassin minier qui doivent faire l'objet d'une belle rénovation. On ne veut pas faire de la rénovation à la petite semaine. On veut vraiment en faire là encore des démonstrateurs. Il faut qu'on soit capable d'y répondre avec nos entreprises locales, même si ça fait l'objet de marchés publics qui est ouvert à tout le monde. Enfin, moi, je préfère aussi, si je regarde le bilan carbone, travailler avec des gens qui sont à côté de chez moi et qui font moins de déplacements. Et l'ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie, voilà. Bien sûr. Et puis d'avoir également de former pour cette rénovation et pour la suite
hein, les personnes qui sont compétentes. D'où l'idée d'ailleurs de monter ce que nous appelons une école des métiers de la troisième révolution industrielle. Ce n'est pas une école concentrée, c'est une école hors les murs, mais c'est un réseau d'enseignement que nous sommes en train, on commence seulement, à mettre en place avec le monde universitaire et avec le monde académique. Et puis la région pour la formation professionnelle. Oui, et la région, bien évidemment. Tout ça se fait avec tout ça se fait avec la région, hein, bien évidemment. Alors vous évoquez le bassin minier et puis des régions avec aussi de l'habitat vertical, de l'habitat dense aussi dans ces Hauts-de-France. Oui, enfin, c'est pas chez nous qu'on trouve l'habitat le plus vertical. Bon, je sais qu'il y a des options de verticalisation, c'est un vrai débat. Mais il y a aussi, indépendamment du bassin minier, est-ce qu'on considère que Valenciennes fait partie du bassin minier? Bon, moi, il y a débat là-dessus. On ne va pas le trancher cet après-midi ici même. On ne va pas le trancher ici, mais il y a des projets qui sont des projets tout à fait exemplaires. Je pense ici à Valenciennes au projet de ce qu'on appelle l'îlot folien, dans lequel on est vraiment en train de pratiquer non seulement de la rénovation énergétique, mais également tout ce qui peut être décliné en termes d'utilisation d'énergie renouvelable, de bâtiments connectés, etc. Alors vous dites on commence par la performance énergétique des bâtiments, et puis après, ce qu'on a évoqué depuis le début de notre débat, c'est des énergies renouvelables, des énergies alternatives. Géothermie dans la région, c'est quelque chose qui est une réalité, parce que dans d'autres régions, et par rapport, on évoquait là, en début d'après-midi l'Île-de-France, où justement en termes d'habitat dense, on a vu... Nous, on n'écarte rien. Bon, on a quelquefois, on peut avoir des divergences sur l'utilisation de telle ou telle technologie, mais on n'écarte a priori rien. On est déjà bien pourvu dans le domaine de l'énergie éolienne. Il y a des choses que l'on peut faire par ailleurs sur la géothermie. Vous évoquez la biomasse. Nous avons l'ambition que nous allons tenir d'être la première région d'Europe pour le biogaz injecté, c'est-à-dire celui qu'on met dans les tuyaux, et c'est en cours. On est en train d'accomplir un parcours sur la méthanisation qui est assez spectaculaire. On a aussi, alors ça va peut-être vous faire rire, mais il n'y a jamais de soleil chez nous, il pleut tout le temps, vous avez pu remarquer dehors. Bon. Et on a aussi des projets... Le soleil est dans le cœur, disait le chanteur. Ouais, non, mais enfin bon, ça me fait un peu rigoler parce que bon, on a quand même pas mal de soleil par an. C'est vrai qu'on en a moins qu'à Nice, il faut tout à fait reconnaître. Mais pour autant, pour nous, l'énergie solaire est une véritable opportunité, que ce soit du solaire photovoltaïque ou du solaire thermique. Simplement, on a les problèmes que nous avons. Ce n'est pas des problèmes de projet, les projets on les a, ce n'est pas des problèmes de volonté, on l'a aussi. Je veux dire, ce n'est même pas des problèmes financiers. Bon, l'argent est un problème, mais ce n'est pas le problème majeur. C'est que quelquefois, on se heurte au poids du passé et des habitudes. Autrement dit, une réglementation, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour réguler ce que vous connaissez. En disant, tiens, dis donc, il y a une crise financière, on va faire de la régulation pour éviter qu'elle se reproduise. Mais en fait, on traite les problèmes anciens. Dès que vous commencez à rentrer dans quelque chose de nouveau, là, la réglementation, on tâtonne. Alors, on arrive... on nous promet toujours un droit à l'expérimentation. Oui. On nous le promet. C'est pour la prochaine réforme constitutionnelle. Mais on a des interventions à faire pour essayer de remettre les choses à égalité. Pourquoi je vous dis ça à propos du solaire? Bon, la France veut développer l'énergie solaire. Elle a raison. C'est de l'énergie, ça vient du ciel, c'est parfait. Et donc, comme nous sommes un pays, comme vous disiez, centralisé, c'est bien ça. Donc on considère que l'Hexagone, c'est tout le monde pareil. Autrement dit qu'à Lille, à Valenciennes, à Nice ou à Menton, c'est la même chose. Donc on ne tient pas compte, si vous voulez, de la situation géographique qui fait que l'efficacité du solaire, elle est 20% supérieure à Nice à ce qu'elle peut être à Valenciennes. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on ait une politique de tarifs qui ne soit pas une politique de tarifs nationale, qui fera qu'on sera toujours perdant en la matière, mais qu'on ait une politique de tarifs régionalisée. Commencez à y réfléchir. Commencez à dire, ah bah oui, finalement, ça pourrait se faire. Et voilà, et on a déjà du solaire, ici, dans cette région. On a, pas très très loin d'ici, d'ailleurs, un premier, je ne vais pas dire ferme solaire, mais enfin, c'est sur 14 hectares de friches, pas de terres agricoles. Et on a ce type de volonté sur les énergies renouvelables. On ne se refuse rien, on n'écarte aucune énergie. Simplement, il y a des moments où il faut essayer de mettre tout le monde à égalité.
Et chez vous, comment ça se passe? Comment on prend en compte cette transition énergétique? Est-ce que vous estimez que justement on la prend suffisamment en compte? Qu'est-ce que vous constatez dans aujourd'hui vos projets de rénovation urbaine ou plus globalement dans vos territoires qui souhaitent intervenir? Il y a toujours 2 micros de chaque côté, et on s'est engagé bien sûr à ne pas monopoliser la parole de ce côté de l'auditorium. Qui souhaite intervenir et nous dire tout simplement, ou alors est-ce que finalement, bon ben certes on rénove, on essaie d'avoir des bâtiments un peu plus performants, mais aujourd'hui ce n'est pas une question prioritaire. Claire Roumet, ah voilà, une main qui se lève. Bonjour, ça ne répond pas complètement à votre interpellation sur qu'est-ce qui se passe dans les territoires, etc. Moi je me présente, je m'appelle Jérémy, je travaille pour la ville de Lille, et la question que je me pose par rapport à REV 3, par rapport à tout ce qui est mis en avant par Rifkin et tout ce que vous avez très bien expliqué jusque-là, finalement, à mon sens, dans votre exposé, il manque quelque chose. C'est la question de la data. Tout ça fabrique énormément de données, tout ça fabrique énormément d'informations. Et si on veut vraiment libérer toutes les énergies sur tous les territoires, même si le terme de territoire me semble un peu... enfin, moi, je ne l'aime pas, mais en tout cas, dans tous les coins de cette grande région qui sont les Hauts-de-France et globalement dans toute la France, aujourd'hui, une collectivité, lorsqu'elle fait appel, dans le cadre d'une délégation de service public ou lorsqu'elle fait appel à une grande entreprise, tout ça fabrique de l'information. Ces informations, elles sont mises quelque part. Est-ce qu'elles sont disponibles à n'importe quel type de public? Est-ce qu'une entreprise, une start-up, quelqu'un peut s'en saisir et créer de l'innovation à partir de ça? C'est une vraie question, parce que finalement, il y a tout un pan aujourd'hui de la société qui porte des initiatives sur ce qu'on appelle le monde du libre, en fait. C'est parti des logiciels libres. Au début, on nous disait « allez plus travailler sur OpenOffice, soyez pas sur le pack office ». Et puis ça a pris, au-delà des logiciels qui étaient accessibles gratuitement, ça a pris tout un pan énorme, parce qu'on est tous des objets en permanence connectés. Les gens qui vivent dans des habitats aujourd'hui... Et donc des producteurs de données. Exactement. Quand on consomme du chauffage, on fabrique de la donnée. Quand on se déplace, qu'on prend le bus, aujourd'hui, on est constamment interconnectés. Et aujourd'hui, la question que je me pose, c'est finalement, si on n'intègre pas... Parce que madame parlait tout à l'heure de révolution démocratique. Oui, mais si les gens ne peuvent pas se saisir de la donnée qu'ils fabriquent continuellement et que les collectivités ne sont pas elles-mêmes propriétaires de ces données qui sont fabriquées par les entreprises, qu'elles sollicitent justement pour engager cette transition énergétique et transformer le monde, finalement, à un moment donné, les données vont rester bloquées chez les GAFA. Je n'ai pas besoin de développer sur la question des GAFA. Et on n'aura finalement pas réinterrogé cette opportunité d'une révolution démocratique à partir d'une transition. Voilà, donc c'est un peu compliqué de... Non, mais c'est une question centrale. Claire Roumet, alors, ce partage de données, question d'open data aussi, ou de permettre justement aussi à des entrepreneurs, ceux qui ont envie de s'engager dans l'aventure, de pouvoir utiliser ces données pour des solutions performantes. D'abord Claire Roumet, puis on va vous permettre de répondre tous les trois à cette question de... Non, moi, je juste dire une chose, je vais laisser répondre ma voisine sur la question des data, bon, c'est un problème beaucoup plus vaste que celui-ci. Qui est propriétaire des données? Est-ce que vous pouvez avoir accès à toutes mes données? Même si je ne veux pas, vous y avez accès quand même. Bon, c'est un énorme problème. Il est d'ailleurs plus éthique que technique, en quelque sorte. Juste pour insister sur une chose, moi, Rifkin, au départ, il nous a servi d'inspirateur, il nous a servi de totem, c'est-à-dire, bon, on a travaillé autour de lui, mais le plan qui est sorti et que nous appliquons aujourd'hui, ce n'est pas son plan. C'est un plan que nous avons co-construit et que nous avons construit nous-mêmes. On a eu 150 personnes, 150 experts de la région, parce que la région n'est pas peuplée que de sous-développés, non, je dis ça simplement parce que j'en ai un peu ras-le-bol d'entendre quelquefois des propos qui sont des propos insultants, mais c'est 150 experts qui ont travaillé, qui ont mis en place ce plan et qui ont d'ailleurs transformé à la fois les propositions de Rifkin et qui en ont rajouté. Tout ce qui est sur l'économie circulaire, par exemple,
qui est pour nous très important, ne figurait pas dans le plan de Rifkin. Et ensuite, dans la présentation que j'ai faite tout à l'heure, la première chose que j'ai mise en avant, souvenez-vous, ça n'a pas été l'énergie, ça a été la robotique, l'intelligence artificielle. Alors j'aurais pu ajouter le big data, etc., tout ce que vous voulez, mais pour nous, la révolution, elle est bien là, et c'est celle qui va permettre de trouver des solutions, y compris en termes énergétiques. Voilà, c'est ce que peut permettre. La nécessité d'être connecté et comment, oui. Je pense que ça, c'est quand même un point très très important aussi pour dire, parce que maintenant, quand Rifkin parle de la révolution industrielle, qui était son concept de base, en fait, il a complètement changé beaucoup de ses concepts avec votre expérience. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, il porte la bonne parole en disant que c'est lui, mais bon, c'est quand même beaucoup vous. mais c'est pas grave, il n'y a pas de copyright là-dessus, sur les solutions qui fonctionnent. Sur la data, c'est très important, et justement, ça, c'est un des points de conflits majeurs dans une directive qui est en discussion aujourd'hui, qui s'appelle Market Design, et qui va être normalement discutée jusqu'à la fin de l'année. Elle devrait normalement être approuvée à la fin de l'année entre les États membres et le Parlement européen et la Commission européenne, pour savoir, parce que la Commission européenne avait justement dit, en fait maintenant, si on veut faire la transition énergétique, il est absolument nécessaire de libérer ces données. Ces données, elles doivent pouvoir être à la disposition des innovations locales. Il y a beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça, mais il existe des démonstrateurs. À Lyon, il se passe des choses très intéressantes où ils ont le droit justement d'expérimenter comment travailler avec les données et les rendre totalement open. Donc là, la ville de Lyon, enfin, je pense que c'est la métropole de Lyon, a choisi de créer en interne un service en régie sur la donnée, justement pour pouvoir, en prenant les données qui venaient des grands opérateurs. Donc c'est assez complexe, mais il y a des innovations qui existent et il y a des expérimentations surtout. Mais ce qu'il faut rappeler, justement, c'est que la métropole de Lyon a pris conscience qu'elle était autorité organisatrice de l'énergie, parce qu'il y a eu un contentieux avec son concessionnaire, mais beaucoup de collectivités n'ont pas conscience qu'elles ont une responsabilité d'autorité organisatrice. Effectivement, donc, elle a pris cette voie sur la donnée publique de l'énergie. Alors, effectivement, mais je crois que maintenant, elles ont commencé à prendre conscience parce qu'elles ont énormément de compétences et d'obligations. Aujourd'hui, les autorités locales, à chaque niveau, en fait, il y a toujours plus d'obligations et de compétences qui sont au niveau des communautés de communes ou des comités d'agglomération, sur tout ce qui est l'énergie. Alors, l'exemple actuel, c'est la renégociation des contrats de concession pour les réseaux. Et là, ce qu'on voit, c'est que les grandes métropoles qui sont plus outillées pour pouvoir négocier avec les opérateurs historiques de ces réseaux se rendent compte en fait que ces opérateurs de réseau, parfois ont fait du bon travail, parfois pas du tout, mais qu'il y a une opacité totale. Donc, je ne tire pas du tout sur l'opérateur, parce que l'opérateur, il a souvent fait du très bon travail, c'est pas le problème, mais c'est l'opacité, y compris chez l'opérateur, de absolument pas du tout savoir. Bon, ils sont co-organisateurs, enfin co-sponsors de cet événement, donc je ne vais pas trop charger la barque, mais en tout cas, le point de négociation principal, c'était de savoir pourquoi on doit faire ces investissements. En tant que collectivité, vous nous demandez d'investir à 30 ans. Pourquoi il faut faire des tuyaux de cette taille si on va travailler justement sur l'efficacité énergétique dans tout ce quartier? Ou si ce quartier... Ah, mais parce que de toute façon, vous allez augmenter la population, de toute façon, la consommation va augmenter, de toute façon, il y aura besoin de plus d'électricité, de toute façon... Mais en fait, ça, c'est des hypothèses complètement en l'air, quoi. Et c'est pas du tout vrai. Et donc là, les autorités locales, en France en tout cas, les métropoles, elles se sont vraiment... mise en négociation assez dure avec les concessionnaires des différents réseaux. Mais ce n'est pas seulement en France, parce que lundi prochain, les autorités locales portugaises nous ont demandé de faire justement un débat où ils vont s'inspirer des négociations qui ont été opérées en France, que certaines grandes villes ont portées, pour pouvoir mieux négocier, eux, leur contrat de concession avec l'opérateur historique qui, lui, a été vendu aux Chinois. Donc c'est un problème général. Après, quand on en revient donc aux problématiques des bailleurs sociaux, on a aussi ce problème, sans évoquer celui des compteurs dits intelligents qui créent beaucoup localement de soucis. Non, mais je pense qu'il y a plusieurs éléments.
D'abord, il est clair que nous, aujourd'hui, quand on fait des expérimentations multiples en matière d'énergie comme en matière de typologie de réhabilitation, sur lesquelles, bien évidemment, nous faisons ensuite des analyses de la façon dont le patrimoine va être vécu et utilisé. Donc, de toute façon, les bailleurs ont des données sur l'exécution de leur patrimoine et c'est légitime. Après, il y a un deuxième sujet qui est que nous, sur la question des compteurs intelligents, qui d'après moi, est une double question. Il y a une question qui est, est-ce que c'est utile pour donner une évaluation réelle de ce que coûte la consommation, comment je consomme, etc. Et après, il y a une autre question qui est, est-ce que ma donnée personnelle, est-ce que ça traduit de ma vie, est utilisable ou pas? Je pense que c'est deux questions différentes et c'est là où le sujet du compteur intelligent se pose. Mais nous, en tout cas, quand on a fait un appel d'offres sur l'ensemble du réseau, donc sur 250 000 logements sur les compteurs intelligents, d'abord en les traitant en appel d'offres à 250 000 logements, on a quand même fait 1 500 € d'économie sur chaque compteur, ce qui est déjà un avantage, ce qui peut être utile ailleurs. Et deuxièmement, surtout, on a demandé à être propriétaire des données qui étaient collectées. Parce que le sujet qu'on a, nous, aujourd'hui, en tant que bailleur, c'est qu'on peut avoir beaucoup de prestataires, que ce soit ascensoristes, énergéticiens, etc., qui effectivement collectent de l'information liée à l'exploitation de nos patrimoines et vont peut-être potentiellement revenir ensuite pour nous dire, bah tiens, on a eu une bonne idée, comme vous avez des pannes d'ascenseur comme ci, on va vous expliquer comment mieux les utiliser et vous allez nous acheter l'applicatif qui va bien. Et pourtant, c'est parti de nos ascenseurs et de leur panne. Voilà. Donc je pense qu'il y a un sujet pour les collectivités, comme tous les acteurs institutionnels, c'est de rester propriétaires de l'information que génère l'activité de leur immobilier. Et après, il y a un dernier sujet, qui est un vrai sujet aujourd'hui, dont à titre personnel, je ne suis pas forcément d'ailleurs d'accord avec beaucoup de mes collègues bailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, la question des charges, la question de la réalité de la facturation est un vrai sujet de crispation sur nos locataires, que le système forfaitaire sur lequel nous avons été pendant très longtemps organisé est un système qui est contesté. Voilà, que les gens aujourd'hui croient moins objectivement à l'institution et à la parole de l'institution, quelle qu'elle soit, et que quelque part, moi je le vois bien quand on négocie avec les associations de locataires, quelque part avoir une facturation détaillée et quelque part faite par un tiers leur paraît plus pertinent que ce qu'on a pu leur raconter, même si ça aboutit exactement à la même facture. Donc je pense que là aussi, il y a des évolutions culturelles. Voilà. Hein. Deuxièmement, on voit bien qu'on a aussi des sujets qu'on a développés chez certains bailleurs et que d'ailleurs certains ici, notamment SIGH ou SIA, expérimentent, mais d'autres, sur la question du vieillissement, de comment j'évite des chutes, des problématiques de vie dans mon logement. Je suis désolée de le dire, il faut bien collecter de la donnée. On ne peut pas rentrer dans un immeuble connecté sans collecter de la donnée. Par contre, il faut avoir une réglementation qui permet de dire qu'on est compatible avec la RGPD, c'est-à-dire que ce que je fais de ma vie, si j'ai envie de prendre 3 douches, j'ai le droit de les prendre. Après, j'ai peut-être une conséquence sur ma facture et c'est à moi de l'assumer. Et par contre, on ne doit pas en déduire des choses sur moi. Voilà. Et on ne doit pas les vendre. Ça me paraît être un sujet légitime. Après, collecter de la donnée, c'est important. La question, encore une fois, c'est la propriété de la donnée et que l'institution la garde. Plus généralement, ça pose la question de l'acceptabilité sociale aussi de toutes ces mutations. Alors, je crois qu'il y avait une main qui se levait là-bas, mais c'est à vous, monsieur, vous vous présentez, s'il vous plaît. Jean-Luc Collet, architecte, et je me soigne. En fait, je voulais revenir un peu sur la notion de révolution et pour indiquer qu'il s'agit de revenir aux fondamentaux, à savoir de la simplicité que l'on a utilisée lorsqu'on avait peu d'énergie et qu'il fallait néanmoins répondre à la notion de l'hygiène, notamment du renouvellement sanitaire de l'air, c'est-à-dire au lendemain de la dernière guerre, où on a effectivement mis en œuvre des systèmes de ventilation naturels. Et il nous arrive donc en réhabilitation, en fait, de démonter les équipements mécaniques qui ont été mis en place il y a 15-20 ans, tout simplement parce qu'ils fonctionnent mal et peu, pour des questions entre autres de maintenance. Et aujourd'hui, le fait de redécouvrir ces qualités de la ventilation naturelle qui ont besoin en fait de vent et de soleil, ça a été dit tout à l'heure,
En fait, on a tout ce qu'il faut pour réussir, simplement qu'il faut revenir effectivement aux éléments simples qui demandent peu ou pas d'entretien, de telle manière à ce que, en fait, non seulement on soit effectivement autonome au niveau énergétique, et on a quelques bâtiments dans le Valenciennois qui le montrent, mais en même temps que l'on redéveloppe une capacité des entreprises et des industriels en fait à utiliser effectivement toute cette énergie naturelle qui nous entoure. Tout à l'heure, on parlait de soleil dans le nord. Si on fait un parallèle, grosso modo, on a 10 fois trop de soleil que l'énergie dont on a besoin pour chauffer les bâtiments, quoi. Alors, si on n'est pas capable, effectivement, au moins d'en exploiter le 10e, c'est qu'il y a encore du chemin à faire. Et le chemin, il est facile. Il suffit de revenir en arrière. Autrement dit, pour avancer, il faut un peu reculer à l'époque où on ne disposait pas de la facilité d'énergie dont on dispose aujourd'hui. Un appel à la sobriété aussi, à la simplicité. D'autres prises de parole, des témoignages ou des réactions ou des questions, des éclaircissements que vous souhaitez avoir? Voilà, c'est à vous. Bonjour, Marlix Bonique, Learning Center Ville Durable à Dunkerque. J'entends pas parler d'éolien. La France est 2e pays en potentiel, 7e en production. Quand est-ce qu'on lève quelques barrières? Philippe Vasseur dit qu'il était multi-énergie, hein, qu'il ne s'interdisait rien. Et alors, l'éolien fait l'objet d'un débat dans cette région. On a déjà beaucoup d'éolien dans la région, beaucoup. Et je vois dans les Hauts-de-France actuellement, du côté de la Somme, il y a un débat justement qui oppose les collectivités, disons, à certains projets. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. On a déjà pas mal d'éoliens terrestres dans les Hauts-de-France. Je crois qu'on doit être, alors, avec la région Grand Est, je crois qu'on doit être à touche-touche. Et toute la puissance, d'ailleurs, disponible n'est pas utilisée. Et il y a un projet sur lequel on est peut-être un peu plus ouvert, qui est l'éolien offshore. En mer. Avec un projet qui, effectivement, se trouve au large de Dunkerque. Et bon, pour le moment, j'attends le résultat de l'appel d'offres. D'autres questions, réactions ou propositions pour enrichir ce débat qui est le nôtre? J'évoquais tout à l'heure, Claire Roumet, la géothermie. Est-ce qu'il y a des pays dans votre réseau, des villes qui font ce choix? On le voit en chauffage urbain, en énergie. Comment ils arbitrent? Il y a des villes françaises notamment, Strasbourg et Bordeaux, qui ont vraiment des très très beaux gisements et qui vont sans doute vraiment générer une partie de leur énergie avec l'exploitation de la géothermie qui sont sur leur territoire. Ce qui est intéressant avec la géothermie, en fait, c'est que ça demande un petit peu le même type d'exercice que quand on veut redéfinir des infrastructures et même un projet pour un territoire comme le bassin minier, parce qu'en fait, la géothermie, ça ne s'arrête jamais à la limite de la commune. Il y a un projet très intéressant qui se passe dans le Jura côté français, qui est financé quasiment à 100% par les Suisses, parce que ce sont les Suisses qui en ont besoin. Mais donc, il y a l'exploitation, elle est vraiment là, transfrontalière. Et elle va servir tout le bassin, parce qu'elle va servir justement tout le bassin de vie dans ce cas-là. Et c'est la même chose pour Strasbourg. Et par contre, ça crée des grandes complexités, parce qu'il peut y avoir aussi des peurs sur des tremblements de terre. La géothermie, c'est pas très simple, c'est quand même quelque chose qui est un peu lourd. Mais il y a aussi, je ne sais pas quelle est la... Sans aller chercher nécessairement de la chaleur de façon très profonde, les anciens bassins miniers qui doivent sûrement être plus ou moins sur la même ligne, j'imagine, de faille à Erlen, dans le sud de la Hollande, au sud des Pays-Bas, vers Maastricht. Là, ils ont utilisé toutes les anciennes mines pour pouvoir utiliser, en fait, stocker de l'eau
et avec les différentiels de température d'eau qui sont stockés à un moment donné de l'année et qui sont stockés à une certaine profondeur, ils peuvent justement produire de l'énergie avec les échanges thermiques. Alors apparemment, ça, ce que j'ai compris, c'est que c'était pas trop... Ce qui était très intéressant, c'est qu'ils ont travaillé, et c'est ce que je trouve très intéressant aussi dans le projet REV 3, c'est qu'ils ont travaillé sur leur historique, sur ce qui fait leur ADN en fait. Et donc, pour ça, ils ont été chercher tous les vieux mineurs qui étaient au chômage depuis 20 ans, en leur demandant, parce que personne en fait avait une cartographie des... La mémoire était perdue. La mémoire industrielle n'était que chez ces personnes qui étaient arrêtées depuis 20 ans. Donc ils ont été vraiment les chercher et ils ont recartographié toutes les mines et surtout leur savoir-faire, c'est-à-dire pourquoi est-ce que cette mine avait été arrêtée à telle année, etc., etc. Donc ça, c'était un travail super intéressant. Apparemment, ce que j'ai compris, c'est qu'ici, c'est trop un gruyère pour pouvoir faire la même chose. Mais ça, je ne sais pas, je ne suis pas géologue. Non, mais oui, actuellement, bon, il y a une exploitation de ce qu'on appelle le gaz de mine. Attention, hein, attention, parce que là, si on est... Avec d'autres polémiques. Donc, non. Vous avez remarqué, on avance comme ça sur des œufs, hein, sur ces sujets énergétiques. Bon, non, mais de toute façon, le gaz de mine, de toute façon, il existe et il s'échappe. De toute manière, autant le récupérer. Bon, mais c'est pour le moment, on va dire, relativement limité. On a beaucoup parlé d'électricité là depuis qu'on échange, mais il y a les questions du chauffage, de production de chauffage, de chaufferie pour les bailleurs sociaux. Est-ce que vous voyez des tendances aujourd'hui quand on fait des réhabilitations sur les choix que font aujourd'hui les offices ou les entreprises de l'habitat social ? Il y a des tendances qui sont liées simplement au coût de l'énergie et puis à la classification, voilà, parce que selon le type d'énergie, bien évidemment, on n'a pas la même classification dans le système. Après, je pense que on a beaucoup, on fait des expériences sur pas mal de types de chaudières. Bon, ici, en plus, comme l'a dit Philippe Vasseur, comme on est beaucoup sur, si on est sur Patrimoine Minier, on est beaucoup sur de l'individuel, hein, donc on a souvent un chauffage au gaz ou au-dessus du solaire ou éventuellement de l'éolien, ça arrive sur certaines parties communes. Mais voilà. Après, on fait aussi sur les plus grands ensembles, on peut avoir de la cogénération, ça arrive. Sur la géothermie, c'était une question intéressante parce que ce qui est compliqué en énergie, notamment dans le logement social, comme en tout, c'est qu'on a, comme on est très durable dans le temps, comme acteur, on a souvent été précurseur. Et la difficulté quand on a un projet qui n'a pas marché, c'est de revenir en se disant que 10 ans plus tard, la technologie a évolué. C'est le cas pour le solaire ou le photovoltaïque, où vous avez des gens qui vous disent encore « non mais ça ne marche pas du tout », sauf que c'était une expérience d'il y a 10 ans, ce n'est pas les mêmes panneaux et que vous êtes obligé de le redire. En géothermie, on a eu des catastrophes, notamment en Champagne, assez lourdes. Assez lourde, mais c'était pas la même, quoi. Et ça, je pense que quelque part dans la culture des bailleurs, c'est peut-être le pire, enfin le plus difficile. C'est cette idée que si on a déjà expérimenté, on peut plus réexpérimenter. Et je pense que c'est vraiment sur le sujet tant de l'énergie que de la technologie de manière générale, c'est que voilà, ça va vite. Et donc, il faut accepter de retenter. Donc, je pense qu'au-delà on essaye de faire de tout. Je pense que, comme on l'a dit, le sujet aussi, c'est d'expérimenter à bon escient. C'est-à-dire, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est d'avoir des systèmes où, justement, vous avez, par exemple, sur du neuf, vous allez avoir différentes solutions de mix d'énergie. Et l'intérêt, c'est de pouvoir les suivre dans le temps pour se dire, ben, finalement, d'avoir des comparateurs. Ça a marché, ça n'a pas marché, ça a marché pour telle et telle raison, et pourquoi ça n'a pas marché. Donc ça, on essaye de le faire de plus en plus, et je pense que ça, c'est pertinent parce que, encore une fois, mais je suis un peu monomaniaque, mais je pense que l'usage est un vrai sujet dans un sujet industriel. Quoi qu'on en pense, il faut aussi avoir le bon usage, et donc il faut arriver à faire dialoguer les deux. Innover au bon moment, avoir aussi le droit à l'échec. Dans tout ce travail d'animation du territoire sur ces politiques énergétiques, dans cette mutation là que vous conduisez, c'est quelque chose que vous constatez, ceux qui ont innové trop tôt et puis qui n'ont pas envie de remettre au pot, Philippe Vasseur? On a tous de multiples exemples d'innovation, d'innovateurs qui sont partis trop tôt.
soit parce que, alors je vais employer un mot horrible, soit parce que le marché n'était pas prêt, donc il n'y avait pas derrière le marché, puis le marché s'est révélé plus tard, soit parce que la technologie n'était pas au point. On a de multiples exemples. Et là, je trouve qu'on a une culture de l'échec en France qui est un peu hallucinante, quoi. D'abord, on aime bien quand les gens échouent, hein, ça ne peut pas marcher, et j'ai raison, ça ne marche pas. Et ensuite, de temps en temps, on se réjouit presque de l'échec des autres. L'échec, ça fait partie de la vie. Comme disait Nelson Mandela, ce qui est grave, c'est pas de tomber, ce qui est grave, c'est de pas se relever. Donc, quelqu'un qui a connu un échec, la science, elle est faite d'échecs, elle est faite de doutes, elle est faite d'expérimentation, et puis bon, on finit par trouver sa voie. Moi, je suis tout à fait de votre avis. Des solutions qui ne marchaient pas il y a 5 ans ou il y a 10 ans, ça apparaissent aujourd'hui comme étant des solutions plausibles. C'est évident, mais il faut... Non, mais ça, c'est une question de mentalité. Hein. D'abord, le premier truc, je vois très bien quand on a lancé nos opérations, le premier truc, c'est le scepticisme. Ça ne marchera jamais. Ça ne marche pas. Et alors moi, en général, je m'amuse beaucoup. C'est-à-dire que je prends un exemple de citation. J'ai une batterie de citations comme ça, de gens qui étaient des gens tout à fait éminents, de vraiment ce qu'on trouvait de mieux, et qui disaient que ça ne pouvait pas marcher. Je vais pas. L'ordinateur personnel, par exemple. Non, mais oui, l'ordinateur personnel. Non, vous avez la personne qui était à l'époque, c'était en 77, qui était le patron de Digital Equipment, qui avait dit mais il n'y a aucune raison pour qu'un particulier ait un ordinateur chez soi. Donc on voit l'ordinateur, vous l'avez maintenant dans votre poche, où c'est, pardon de dire ça, c'est l'ingénieur général des télécommunications qui a été directeur général des télécommunications en France, Gérard Terry, qui en 1994, dans un rapport qui lui avait été demandé par le Premier ministre, disait que Internet, c'était absolument pas adapté pour des solutions commerciales. Il le disait en 1994, hein, c'est pas si longtemps que ça. Il avait inventé le Minitel, et donc il disait mais Internet, ça peut pas marcher, on peut pas faire de commerce. Mais vous vous rendez compte, Amazon n'avait pas lu ce rapport. Donc, pas de bol. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très prudent. Moi je suis un pragmatique, hein. C'est-à-dire que je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien, et donc j'écoute ce qui est dit et je regarde ce qui est fait, je suis un pragmatique. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, regardons pourquoi ça n'a pas marché. Et puis si vraiment ça n'a pas marché parce que ça ne pouvait pas marcher, on abandonne et on passe à autre chose. Mais c'est l'attitude qu'on doit avoir. Pierre Roumet. Mais je crois aussi que justement derrière, il y a quand même la question de qui va porter les coûts de l'innovation, parce que justement pour un bailleur ou pour une ville, par exemple, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Si on se plante, enfin, je sais que tous mes membres qui sont, en général, sont les vice-présidents des métropoles responsables de l'énergie. S'ils se plantent, c'est des millions. Aux élections milliards, suivantes, la sanction arrive. C'est lourd, quoi. Et c'est lourd, c'est pas pour eux, c'est-à-dire que c'est pas. Moi, je rencontre que des gens qui sont extrêmement motivés et qui prennent énormément de responsabilités et qui ont un courage hallucinant. Mais c'est surtout après, c'est un coût pour la collectivité, c'est un coût pour donc les citoyens, etc. Alors justement, là, il faut vraiment inventer des formes beaucoup plus collectives de fonds d'innovation. Et c'est pas normal que justement tous ces échecs soient payés par certaines collectivités, parce que du coup, le coût, il est porté par les citoyens de cette collectivité pendant des générations. Et donc, il faudrait vraiment avoir plus ce rôle collectif. Et c'est un petit peu, je crois, le sens aussi de la démarche que vous avez engagée, c'est qu'en fait, si on est tous les acteurs nécessaires à la transition, c'est aussi une façon de partager les responsabilités. Et donc, on peut avancer beaucoup plus facilement ensemble s'il y a un vrai partage de responsabilités. Et puis, c'est justement là où on ne se paye pas de mots. Quand on parle de révolution, c'est d'imaginer tous les possibles. D'autres interventions, réactions, commentaires, vous avez le droit, justement, et même on vous y incite fortement de nous dire aussi comment vous voyez les choses sur ces sujets et comment vous les... Voilà, le micro va passer tout à fait de l'autre côté de la salle et remonter vers vous. Vous parliez tout à l'heure des démonstrateurs. Alors, il faudra voir justement ce qu'on attend d'un démonstrateur et je pense qu'on va y venir. Mais c'est à vous, monsieur, et vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, bon, je m'appelle Jean-Pierre Mispelon. Dans un certain nombre de fonctions, je suis animateur d'une association d'urbanistes au niveau régional. On a déjà à plusieurs reprises essayé de s'imprégner en fait de la démarche REF 3, mais c'est plus là, je vais dire à
titre d'individu lambda, enfin, puisqu'on parle de doute, on parle de voir ce qui se passe. C'est vrai que, voilà, au niveau régional, j'ai quand même une posture qui me permet d'accéder à un certain nombre d'informations. Et néanmoins, en tant qu'individu, sur la question de la consommation énergétique, sur la question des mobilités, je vois rien. Enfin, on parlait de marché tout à l'heure. Effectivement, je lis dans le programme d'aujourd'hui que les énergéticiens s'intéressent à toutes les problématiques de la ville. Je le vois aussi en tant qu'organisateur d'événements dans le domaine de l'urbanisme. Mais le message que j'ai, enfin, les appels téléphoniques chez moi, les publicités que je peux avoir, les démarcheurs à la porte, enfin, à chaque fois, c'est pour vendre du contrat en disant que l'énergie sera moins chère, enfin, que c'est mieux que le suivant, etc., etc. Je vois rien de ce message sur voilà, cette révolution, transition, enfin, quel est le bon mot entre les deux, enfin, précisément, je veux dire, quel est le message qu'on a envie, c'est ça ma question, quel est le message aujourd'hui, très simple, qu'on a envie de faire passer à tous les habitants de la région Hauts-de-France? Alors, ce point de vue citoyen, est-ce que vous avez l'impression, Philippe Vasseur, oui, c'est à vous que ça s'adresse? Non, mais le premier message que je voudrais faire passer, bon, je suis un peu plus âgé que vous. Quand je regarde ce que j'ai vu passer dans ma vie au cours des dernières décennies, ça a été un changement qui était un changement fulgurant. Alors on peut dire qu'on reviendra en arrière, et je pense qu'on reviendra en arrière sur un certain nombre de faits, mais on parlait tout à l'heure des data, on parlait d'un certain nombre de révolutions qui étaient en train d'arriver. Le changement va très très vite et il va de plus en plus vite. Moi je me souviens, il y a quelques années, j'avais parlé devant un parterre de chefs d'entreprise de la fabrication additive, c'est-à-dire de l'impression 3D. J'en avais un qui avait fait comme ça, quoi, hein, il y a 6 ans. Donc vous voyez aujourd'hui... oui, c'était pas il y a un siècle. L'impression 3D, on l'utilise même dans la construction. Bon, pareil, quand on parlait des voitures autonomes, on avait le même réflexe. Les choses vont très très vite, les changements vont très très vite. Et ce qu'on voudrait, mais vous avez tout à fait raison, hein, le citoyen, et pour le moment, il est complètement en dehors. Il y a un citoyen qui est un citoyen initié, et le citoyen en général, bon, il attend que les choses se passent. Et on a vraiment besoin, mais ça je ne sais pas comment faire, on essaye par tous les moyens, d'informer, disons de sensibiliser, d'informer davantage l'ensemble de la population. Tout ce qu'on a essayé pour le moment, ça a été quand même le problème. Vous communiquez comment aujourd'hui? Autrefois, c'était simple, hein. Autrefois, dans la région, il y avait un quotidien régional par lequel passaient toutes les informations. C'était facile. Aujourd'hui, vous communiquez comment? Vous avez une multiplicité de réseaux sociaux, les fake news aussi en plus. Fake news. Dans les réseaux sociaux, vous trouvez tout. Vous trouvez des choses extrêmement sérieuses. Vous trouvez des fake news. Vous trouvez des polémiques qui quelquefois me font un peu frémir. C'est très très compliqué d'arriver à sensibiliser. Alors, on pourrait faire du et on l'a vu d'ailleurs quand on évoquait les compteurs intelligents ou d'autres choses. Exactement. Exactement. Mais peurs qu'on peut manipuler. Mais là, je suis le message que je veux faire passer auprès de la population, c'est de dire bon. Il y a du changement. Le changement fait peur en général. Hein. On a une attitude dans la région qui est un peu... Au-delà de la région aussi. Hein. Oui, bon, voilà. Donc il faut essayer d'apprivoiser en quelque sorte le changement, de montrer quels peuvent être ou quels doivent être les effets positifs du changement. Moi, mon prochain défi en tant que président de la mission F3, ça va être précisément de dépasser ce qui a été jusqu'à présent de la technologie et de l'économie pour rentrer dans un domaine qui est plus sociétal, éthique, etc. Où là, on peut toucher davantage, à mon avis, la population. Moi, il y a des débats aujourd'hui qui ne seront pas tranchés ou qui sont mal tranchés, mais le développement de l'intelligence artificielle, vous avez des rapports qui vous disent que ça va impacter 10% des emplois. Il y en a un autre qui vient de sortir, il dit 85%. Alors, qui a tort, qui a raison, j'en sais strictement rien. On va dire la vérité, elle est entre les deux. Mais on va avoir des bouleversements qui vont être des bouleversements profonds dans l'organisation du travail. Il faudra qu'on invente une nouvelle organisation du travail. Ça fera aussi partie, à mon avis, de la... Et d'où la nécessité d'anticiper, justement, l'action que vous avez lancée avec... D'essayer de faire en sorte qu'on évite ce qui s'est passé dans le passé, où on a pris les coups sur la tête et on s'est préoccupé de savoir comment on colmatait les brèches.
quelquefois de façon un peu brutale. Il n'en reste pas moins qu'on est quelquefois dans des secteurs où on a des taux de chômage. J'ai une ville qui est très impliquée dans la troisième révolution industrielle, taux de chômage 34%. Reconversion reine de la deuxième révolution industrielle, tombée dans la troisième. Donc l'anticipation pour nous est nécessaire. Et l'appropriation citoyenne est à mon avis le défi que pour le moment nous n'avons pas relevé. Claire Roumet. Mais pour ça, parce que je pense qu'on n'est pas du tout habitué en tant que citoyen à participer au système énergétique, parce que c'est quelque chose qui nous est donné au départ. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose, c'est en dehors de nous, quoi. C'est comme, c'est pas, et c'est un petit peu la même chose que l'alimentation. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a énormément, il y a vraiment un boom des micro-fermes, des fermes urbaines, d'une autre façon justement de produire l'alimentation. Il y a la même chose du côté énergétique, mais comme c'est un tout petit peu plus lourd, ça prend un peu plus de temps, c'est moins visible et c'est pas forcément les mêmes types de citoyens qui peuvent être directement impliqués. Mais je crois que ça fait vraiment partie. Il faut se réapproprier l'énergie. C'est pas quelque chose qui est loin. Le soleil, il est juste là. Si on met un panneau solaire, moi je savais même pas ça, mais on m'a juste dit qu'en fait on peut vraiment mettre son panneau solaire qu'on peut aller chercher chez Ikea. Enfin, je sais pas si on peut encore le faire ici, mais et concrètement, on le branche, c'est-à-dire c'est une prise. C'est juste que c'est une prise qui va dans les deux sens, quoi. C'est tout. On le monte en kit, quoi. Avec Ikea, justement, on a une coalition à Bruxelles pour faire en sorte que tout ce qui est autoconsommation soit facilité, parce que eux, ils ont absolument besoin de vendre et envie de vendre des panneaux solaires et des batteries dans les maisons et qui seront sans doute les batteries de voitures et tout sera un système relativement... En fait, on a toujours cette impression que c'est très loin. Et alors, je crois qu'il y a aussi, on n'a pas forcément utilisé les bons mots, ou on continue à ne pas utiliser les bons mots parce qu'on ne sait pas, on n'a pas une vision claire parce que transition, ça veut dire d'un monde à un autre. Révolution, ça veut dire on fout par terre un monde. Mais ça ne nous donne pas finalement un horizon. Donc l'horizon, il était clair dans la révolution des Hauts-de-France, c'est pour aller révolution industrielle. C'est une révolution industrielle, c'est pour aller vers un horizon décarboné. Mais moi, je crois qu'il faut qu'on trouve d'autres mots pour parler du phénomène, parce que justement, le changement, il est très rapide. On est plutôt dans une métamorphose, en fait. C'est-à-dire que bon, il faut travailler plus les concepts et la façon dont on communique, mais le mot transition énergétique, c'est une expression qui a été inventée, ça fait un tout petit peu froid dans le dos toujours, par le ministère de l'énergie des États-Unis pour la première crise pétrolière. Au lieu justement pour réagir à la première crise pétrolière, au lieu de vouloir apeurer la population justement en disant qu'il allait falloir consommer un peu moins de pétrole, on a parlé de transition énergétique. On a utilisé ce mot pour ne pas dire oh là, le pétrole, il va falloir qu'on fasse autrement. Et puis finalement, ils ont commencé justement à produire et à aller chercher Donc, c'est pas le bon mot. Quelque part, je pense qu'il faut qu'on trouve autre chose. C'est à vous, madame, allez-y. Bonjour, j'avais une question par rapport au partenariat bailleurs, coopératives d'habitants et projets d'habitat partagé. Pour moi, ça a 3 avantages. Donc déjà, on parlait de partager les coûts de l'innovation. Pour le coup, je pense que c'est une façon de partager ces coûts-là. C'est aussi une façon de mutualiser des espaces communs et de partager aussi le coût des charges. Et puis, d'associer les habitants dès le départ, justement, à cette réflexion-là. Donc, est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que c'est quelque chose qui se développe? Voilà, merci. Alors, Valérie Fournier. Alors, il y a plusieurs exemples, notamment dans les réhabilitations de cités minières, où on essaye de récupérer, par exemple, on peut avoir des maisons qui aujourd'hui sont moins occupées qu'elles ne l'ont été à un moment donné, et qui nous permettent de récupérer certains espaces, de les diviser en deux, enfin d'avoir une vie collective et de partage ou d'extension. On a aussi tout un travail qui est fait notamment aussi sur la question des jardins, puisque dans les cités minières, il y a des jardins. Aujourd'hui, objectivement, que ce soit sur le bassin minier ou je me rappelle d'une autre expérimentation à Cambrai, par exemple, où on avait des gens qui ont des jardins mais qui ne font plus du jardin. Donc on a travaillé avec les écoles pour réexpliquer que
Une pomme de terre, c'est une pomme de terre, ça ne se traduit pas forcément par une chips, et une pomme, ça n'est pas forcément dans une boîte en carton. Ça a l'air bête, mais c'est vrai. Et donc, je pense qu'il y a ça. Après, comme je l'ai dit, il y a deux aspects dans votre question pour moi. Il y a une question qui est, est-ce que l'habitat participatif est une solution ? C'est d'après moi une solution à travailler. La seule difficulté de mon point de vue, c'est la traduire en locatif. La traduire en accession est assez simple, puisque je veux devenir propriétaire et finalement je participe à un projet avec mes collègues. Pour le locatif, ça pose une question sur laquelle on travaille, mais qui n'est pas si évidente, qui est que votre locataire ne va pas forcément vouloir durablement rester le locataire et que celui à qui on va réattribuer, il n'aura peut-être pas envie de partager les mêmes espaces que l'autre, etc. Donc on a une nécessité d'intégrer pour nous dans le projet immobilier le fait que le principe d'un habitat locatif, c'est quand même que il va bénéficier à plusieurs personnes, pas forcément celles qui ont été là à l'origine du projet. Donc on essaye par contre de faire des projets où on peut avoir des parties d'accession et des parties locatives qui effectivement travaillent sur la partie commune. Et après, il y a une autre question, c'est celle que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que la question de la participation et du débat et des comités d'usagers qu'on a développés sur Vieux-Condé et sur d'autres réhabilitations, où le sujet de cette sortie, on a dans nos sociétés des administrateurs locataires, on a des systèmes de concertation locative institutionnelle, etc., mais on sait très bien aussi que le sujet d'un immeuble, souvent quand vous avez une association de locataires qui se crée, c'est souvent que ça commence à ne pas aller forcément très bien. C'est aussi ça qui crée l'émergence. Généralement, c'est défensif. Voilà. Et que, comme l'a dit M. Vasseur, le changement, quel qu'il soit, même le changement dans mon habitat et dans ma gestion quotidienne, c'est embêtant, compliqué, pas forcément évident pour moi, et ça change mes habitudes. Bon, voilà. Et donc, c'est pas évident pour personne. Donc, je crois que cette idée d'avoir besoin de concertation et d'avoir besoin de se doter d'outils, en amont de tous nos projets aujourd'hui, est une vraie question pour l'habitat social. Voilà. Je pense que c'est pas qu'une question de mode de que l'habitat soit participatif. Je pense que par contre le mode de participation est indispensable et qu'il est indispensable sur tous les territoires, y compris d'ailleurs sur ceux des quartiers de politique de la ville dont on a parlé ce matin, parce que un des sujets qu'on a sur ces quartiers aujourd'hui pour parler, c'est que souvent, si on n'a pas eu cet échange amont, en fait la personne se dit, de toute façon, comme vous m'avez pris pour un imbécile patenté, puisque vous n'êtes pas venu discuter avec moi, je ne vois pas pourquoi je serais d'accord avec vous. Donc je crois que, non mais, et voilà, et c'est du vécu réel. Voilà, je pense qu'il faut, voilà, et donc je pense que de ce travail de concertation n'est plus une option. Dans tout projet, le bailleur a à établir un mode de participation spécifique. D'autres interventions ? Pour terminer, moi je me tourne vers Philippe Vasseur. 57 quartiers en politique de la ville dans la région est concerné par un référencement en rue REF 3. Donc ça veut dire que là, il y a un impact, il y a quelque chose auquel vous croyez. Et plus généralement, pour terminer notre table ronde, aujourd'hui, quel rôle vous assignez aux démonstrateurs, parce qu'on a parlé justement d'avoir des signaux, comment ces démonstrateurs aussi, demain, ils vont parler aux citoyens, ils vont parler à l'usager. Je pense que, d'une façon tout à fait générale, quelque chose que l'on peut montrer en exemple est quelque chose de convaincant. Plus que ce que l'on peut dire, que ce que l'on peut expliquer. Ce que l'on voit, c'est très convaincant. Je le vois dans le monde de l'entreprise. Quand on essaye de pousser les entreprises vers ce qu'on appelle la responsabilité sociétale, etc., on n'est pas très aux éloignés de REF 3 quand on dit ça. Quand on tient un discours qui est un discours théorique, on est écouté avec une intention polie. Quand on montre une entreprise qui a appliqué, disons, des processus, des méthodes nouvelles et qui peut faire état de sa réussite, y compris sa réussite économique et sa réussite financière, vous suscitez de l'intérêt. Moi, je pense que sur les démonstrateurs, je parlais des territoires démonstrateurs, on peut aussi parler des quartiers démonstrateurs, on peut parler des bâtiments démonstrateurs. Quand vous avez quelque chose à montrer, et en disant, prenez exemple sur ce qui vient de se faire, ça marche bien, c'est tout bénéfice pour l'usager, pour la collectivité, etc., je pense qu'on a fait la moitié du chemin.
Donc tout ce que l'on pourra faire dans le cadre de la politique REF 3 pour mettre en place des démonstrateurs, nous le ferons avec l'appui bien évidemment des financeurs et notamment du Conseil régional. Merci Philippe Vasseur, merci Valérie Fournier, merci Claire Roumet, on peut les applaudir. Voilà. Et merci à vous. Alors, demain, les travaux reprennent avec d'autres débats, d'autres ateliers, et puis l'après-midi, des visites sur le terrain, justement, où il y a peut-être un phénomène démonstrateur sur ce territoire de la métropole de Valenciennes. Bonne soirée à tous.